cem-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de mitochondrie, la source de la vie, rien de moins, avec la présence du professeur Vincenzo Castronovo. Vous êtes docteur en médecine, spécialiste en gynécologie, obstétrique, scénologue, cancérologue. Vous avez fondé le laboratoire de recherche sur les métastases en 1992, puis dirigé le centre de cancérologie expérimentale de l'Université de Liège. Vous êtes docteur en sciences biomédicales expérimentales, professeur honoraire et fondateur du MAPS, Micronutrition, Alimentation, Prévention, Santé à l'Université de Paris. Vous êtes le fondateur de NutriHealth et de la Mitochondrial Academy. Cher professeur, bonjour. Bonjour Gilles, merci de me recevoir sur votre plateau. C'est avec grand plaisir. Donc, on a évoqué la mitochondrie comme source du vivant carrément. Donc, expliquez-nous ce que c'est que la mitochondrie. Alors, la mitochondrie, pour faire simple, c'est la centrale productrice d'énergie. Et comme vous le savez, Gilles, la vie, c'est l'interaction de la matière et de l'énergie. Et donc, ces mitochondries sont les gestionnaires de ces interactions et produisent par jour 50 kilos de la monnaie énergétique universelle qui est l'ATP. Adénosine triphosphate. Donc cette molécule, c'est ce qui permet à toutes nos cellules de faire tous les travaux qu'elles doivent faire pour nous maintenir en vie. 50 kilos par jour, ça fait 50 grammes par minute. Ouais, vous vous rendez compte ? C'est colossal. C'est colossal. On parle souvent d'ADN, de cellules, de noyaux, dans ce dit noyau, il y a de l'ADN, mais on parle rarement de la mitochondrie comme étant aussi le deuxième facteur d'ADN du corps. Absolument. D'ailleurs, on parle de l'ADN de la mitochondrie comme le second génome, et même s'il est beaucoup plus petit, c'est-à-dire 16 357 nucléotides, c'est-à-dire lettres qu'il forme, par rapport aux 3 200 millions qui forment l'information génétique à l'intérieur de nos noyaux, eh bien, ce génome mitochondrial est déterminant pour la survie de la cellule. C'est un ADN, et j'imagine que vous allez me poser la question, qui est d'origine prokaryote, c'est-à-dire bactérien, parce que la mitochondrie, c'est une bactérie ancestrale qui, il y a 1,3 milliard d'années, s'est vue offrir l'hospitalité dans la cellule eucaryote. Pas pour rien, mais parce qu'elle produisait tellement d'énergie, rendez-vous compte, elle multipliait par un facteur 18 la rentabilité énergétique. Ce qui veut dire que c'est comme si aujourd'hui, un ingénieur invente un moteur thermique qui consomme 10 fois moins, c'est-à-dire au lieu de consommer 9 litres au 100 km, c'est depuis qu'un demi-litre. Ça a été une révolution qui a permis à la vie d'exploser dans sa diversité, dans la forme que nous connaissons aujourd'hui. Oui, vous voulez dire qu'en fait, c'est un organite qui s'est greffé dans la cellule et qui, grâce à elle, produit de l'énergie corporelle d'une manière bien plus efficace que la cellule toute seule, en fait. Absolument. Et en convertissant, en fait, une molécule toxique à l'origine, l'oxygène, qui est devenue vitale parce que cette bactérie qui viendra à la mitochondrie a été capable d'apprivoiser l'oxygène en utilisant son affinité pour les électrons, qui sont les véhicules de l'énergie de la vie, jusqu'à tant que cette mitochondrie absorbait l'énergie des électrons pour la donner à l'oxygène, qui alors se transforme en la molécule qui est le solvant de la vie, l'eau. Parce qu'avant, si l'oxygène prend un électron qui n'a pas été refroidi, elle se transforme en agent oxydant, ce qu'on appelle les radicaux libres. Et donc, la mitochondrie, enfin la bactérie qui deviendra la mitochondrie, a eu ce génie de convertir l'oxygène d'une molécule létale en une molécule vitale. L'ATP. Du coup, en fait, pour résumer, la mitochondrie est la source principale de notre ATP, donc de notre énergie vitale. Et je pense qu'on porte pas assez le poids de la profondeur capitale de compréhension de cette mitochondrie. On parle beaucoup de cellules, de noyaux, d'ADN, mais c'est vrai qu'on passe complètement à côté mais qui fait la pluie et le beau temps dans le corps, même au niveau de la cellule. C'est-à-dire que si la mitochondrie n'est pas en santé, la cellule ne peut pas être en santé. Est-ce que vous pouvez nous parler de son rôle, par exemple, dans la synthèse des hormones ? Absolument. La mitochondrie intervient et est influencée par les hormones en même temps. Il y a un phénomène bidirectionnel. Par exemple, les hormones stéroïdiennes, c'est-à-dire le cortisol, l'aldostérone, les oestrogènes, la progestérone, la testostérone, proviennent du cholestérol.
Et ce cholestérol doit être oxydé par la mitochondrie. La première étape de la séroïdogénèse, c'est-à-dire l'ensemble des réactions qui conduisent à ces hormones-là, passe par la mitochondrie. Pas de mitochondrie, pas d'hormones, donc pas d'énergie. Donc justement, dans certaines approches qui sont la médecine un peu anti-âge, qui est un peu commerciale anti-âge, parce qu'on va tous vieillir, on va tous mourir jusqu'à présent. On va tous au même endroit. On va tous au même endroit, même direction. Hein. Et donc, donner des hormones à quelqu'un qui a 50 ans et qui s'en fatigue parce qu'il n'a pas beaucoup d'hormones, c'est pas vraiment quelque chose d'intéressant, parce que peut-être que vous allez donner un influx d'énergie, de dépenser l'énergie à quelqu'un où les machines productives d'énergie ne fonctionnent pas bien. Et donc, ça peut être dangereux. Donc, en fait, quand vous avez un patient qui a un taux d'hormones basse, il faut se poser la question, est-ce que le système qui les produit fonctionne bien? C'est-à-dire, est-ce que les mitochondries sont en forme ou pas? Une bonne manière de le faire, c'est de doser la première étape de la séroïdogénèse, qui est le dosage de la prégnénolone. Parce que la prégnénolone, c'est l'origine de toutes les hormones séroïdiennes. Sûr. Donc en fait, pour résumer, on peut donner quelques produits que ce soit, de l'hormonothérapie, mais si la mitochondrie n'est pas apte à recevoir cette dose, de toute façon, l'effet ne va pas être productif dans tous les cas. Absolument. Et donc par exemple, une autre hormone qui est intimement liée à la mitochondrie, ce sont les hormones thyroïdiennes dont on parle beaucoup. Et en fait, les hormones thyroïdiennes déterminent l'activité du parc mitochondrial. J'aime parler du parc mitochondrial puisque nous avons une communauté de 100 000 milliards de mitochondries. Figurez-vous, Gilles, que 10% de votre poids, ce sont des mitochondries. 10% de votre poids. 40% du poids du cœur, ce sont vos mitochondries. 15% du poids du cerveau sont des mitochondries. Et votre cerveau, c'est un grand consommateur d'oxygène puisqu'il pèse 1/20 de votre poids. Ok, je connais pas bien votre poids, mais on va dire vous avez l'air tout à fait fit. Hein, et elle consomme 20% de l'oxygène que vous consommez au niveau du cerveau. Et le carburant, c'est le glucose. C'est le glucose, effectivement. Merci pour ces explications, professeur Vincenzo Castronovo. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le professeur Vincenzo Castronovo pour une émission extraordinaire concernant la mitochondrie, la source de la vie. On a parlé de la synthèse des hormones. Est-ce qu'on peut regarder du côté des neuromédiateurs? Absolument. Donc on sait que, en fait, les mitochondries, au cours de l'évolution, se sont vues attribuer de nouvelles fonctions en fonction des tissus spécifiques, et notamment au niveau de certains neurones. Les mitochondries jouent un rôle essentiel par la synthèse du GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, qui la population ne sait pas, mais ce GABA est la cible de la plupart des médicaments anxiolytiques, benzodiazépines, barbituriques, sont là pour optimiser ce flux. Eh bien, sans bonne mitochondrie, ce GABA ne fonctionne pas très bien. Les mitochondries ont également d'autres fonctions. Elles contrôlent la vie et la mort de la cellule. Et ça, c'est remarquable. Vous devez savoir qu'il y a une solidarité cellulaire remarquable. Lorsqu'une cellule est en danger et pourrait devenir une cellule dissidente précancéreuse, eh bien, la mitochondrie peut décider de la mettre à mort par apoptose, c'est-à-dire une mort propre. Cellulaire. Donc, c'est la mitochondrie qui décide. La mitochondrie peut dire, voilà, moi, je vais pas parce qu'on va voir dans un moment qu'est-ce qu'il y a lorsque la mitochondrie ne fonctionne plus? Eh bien, il y a un danger que la cellule flambe. Et le problème de cet incendie, c'est qu'il y ait des mutations au niveau des gènes nucléaires qui font que la cellule ne contrôle plus son fonctionnement et se met à devenir dissidente, se divise et devient cancéreuse, ou en tout cas ne fait plus son travail. Et donc, l'idée, c'est que la mitochondrie peut décider, toi, on est en danger, on ferait mieux comme dans le Titanic, voilà. Ouais. On dit, voilà, on coule et voilà, au revoir. Il n'y a pas de canot de sauvetage, donc la mitochondrie, quand même, elle est le facteur de sécurité de la cellule, si je comprends bien. Si elle est bien contrôlée, elle est le facteur de sécurité de la cellule, mais l'idée, dans ce parc mitochondrial, j'aime bien de parler de parc, je vous l'ai dit, parce qu'il y a, comme dans toute société, des très bons éléments qui produisent beaucoup d'énergie et peu de déchets, parce que vous savez que dans une centrale productrice d'énergie, il y a toujours le produit et le déchet. Bien sûr. Votre moteur, l'essence va être brûlée, va faire un mouvement, mais également les gaz toxiques. Eh bien, les gaz toxiques des mitochondries, ce sont des agents oxydants, les radicaux libres, qu'il va falloir absolument arrêter parce que sinon, vos cellules vont se mettre à déclencher des incendies qui peuvent être extrêmement dangereux. Voilà.
Et donc, lorsque votre parc mitochondrial doit être constitué par un maximum de mitochondries performantes et un minimum de mitochondries les moins performantes. Donc, on va parler d'hormèse, il y a une régulation. Les mitochondries les moins performantes vont être éliminées directement et recyclées par ce qu'on appelle la mitophagie, c'est-à-dire que la cellule va les digérer. Et les mitochondries les plus performantes vont être invitées à se diviser par scisciparité, comme le font d'ailleurs les bactéries. Donc vous voulez dire qu'il y a une sorte de sélection. Donc les moins performantes vont être détruites au profit des plus performantes qui, elles, vont se reproduire et fabriquer un parc mitochondrial plus intéressant pour nous. Vous avez tout compris, Gilles. Vous êtes remarquable. Merci. Est-ce qu'on peut parler des origines de la mitochondrie ? Il semblerait que c'est la mère qui lègue. Absolument, et encore bien. Et encore bien, parce que donc les mitochondries sont d'origine essentiellement maternelle. Et donc, en vérité, pourquoi ? Parce que le spermatozoïde qui arrive, il fait un trajet. Est-ce que je ne sais pas si on se rend compte, mais le spermatozoïde, pour arriver du cul-de-sac vaginal postérieur où il a été déposé avec amour par le géniteur, doit parcourir la distance Terre-Lune à son échelle pour arriver à l'ovule, qui lui attend dans la trompe utérine. Okay ? Ils sont forts, ces spermatozoïdes, quand même. Et donc, quand il arrive, ces mitochondries sont complètement grillées. Épuisés. Ce serait catastrophique. Elle intègre la communauté du parc mitochondrial du futur embryon. C'est logique. Et voilà, c'est logique. Donc, les mitochondries sont essentiellement maternelles. Mais vous devez savoir qu'en 1 milliard 300 millions d'années, la mitochondrie s'est vue habillés par des protéines qui viennent du génome nucléaire, justement, pour faire ces nouvelles fonctions. Donc, il y a environ plus de 500 gènes qui sont dans le noyau, qui contribuent au fonctionnement de la mitochondrie. Donc, même si à l'origine, les gènes mitochondriaux contribuent à construire toutes ces machineries remarquables qui est celle de la transformation d'énergie des électrons en ATP. Mais donc, il y a une contribution mais on sait qu'il y a des maladies mitochondriales héréditaires d'origine maternelle. Et c'est intéressant parce qu'au niveau évolutif, en sachant que l'ADN mitochondrial est maternel, on a pu suivre l'évolution de la population humaine. Et on sait que toute la population vient. Il y a un très beau livre qui s'appelle Les 7 filles d'Ève. La population est originaire des 7 filles d'Ève de Seyle. Et donc toute l'humanité provient de 7 femmes qui ont migré partout. Impressionnant. Donc, on parle de mitochondries, de santé mitochondriale. Comment est-ce qu'on peut entretenir ce parc mitochondrial ? Les exercices physiques, par exemple, on peut les évoquer, qui viennent stimuler ces fameuses mitochondries. Et peut-être des micronutriments indispensables ? Absolument. Donc, à partir du moment où la cellule a accueilli la bactérie qui est devenue la mitochondrie, maintenant, la mitochondrie devient complètement dépendante de la cellule. Et donc, il y a une responsabilité d'apporter les nutriments, puisqu'elle ne peut plus, les bactéries anciennes, elles se nourrissent elles-mêmes. Donc, nous devons apporter des nutriments essentiels pour fonctionner. Par exemple, il faut du sélénium, il faut du fer, beaucoup de fer, il faut du magnésium, il faut des oméga 3, il faut toutes ces molécules qu'on appelle les micronutriments, des antioxydants, justement, parce que même quand tout va bien, il y a toujours quelques électrons qui vont tomber et vont créer des radicaux libres. Donc, la mitochondrie s'est vue équipée également d'un système d'extinction de ces feux débutants qu'on appelle les antioxydants. En fait, les antioxydants, ce sont des molécules qui arrêtent les radicaux libres, qui sont de l'oxygène qui a capté un électron trop chaud. Oui, bien sûr. Donc, on parle aussi du sport comme l'hormèse, c'est-à-dire le choc métabolique permettant de cultiver ces mitochondries. Si j'ai compris par d'autres études que faire de l'activité physique, c'est activer ce parc mitochondrial. L'intensité détruit les mitochondries les plus faibles aussi, en faveur des plus résistantes qui restent, et de la même manière se reproduisent, c'est ça ? Absolument. Donc, c'est bien que vous le notiez, Gilles, parce que il y a sport et sport. Oui. Le sport doit être régulier et intermittent. C'est-à-dire que lorsque vous faites vous trottez un petit peu à basse vitesse, ce sont les mitochondries les plus performantes qui se mettent en activité, et les moins performantes, les plus âgées, vont dire allez, les jeunes, c'est pour vous. Mais dès que vous montez le niveau, les vieilles, moins performantes, sont obligées. Et alors là, elles vont montrer leurs limites. Ouais. Elles vont commencer à tousser, c'est-à-dire produire des radicaux libres. Elles vont être étiquetées. Et plus tard dans la journée, ou souvent la nuit, ces mitochondries qui ont été étiquetées par un système très sophistiqué vont être appelées et on va les recycler.
Et alors que les jeunes, donc ces efforts intermittents, mais également comme le jeûne intermittent, également comme le froid ou le chaud, etc., sont des mécanismes par lesquels on va révéler la faiblesse des mitochondries qui souvent restent un peu sur le côté, et on va pouvoir les détruire et les remplacer par des bandes. Donc c'est l'entretien du parc mitochondrial. Parfait. Est-ce qu'on peut faire un tour vers les maladies sociétales d'aujourd'hui, les infections, les inflammations à bas grade, et évidemment, le diabète, le cancer, tout ça bien sûr. On va parler par l'épidémie la plus mortelle. Allons-y. L'obésité, le diabète. Eh bien, il est intimement lié aux mitochondries. Pourquoi ? Parce que les mitochondries, ce sont les cellules qui vont gérer la glycémie. Pourquoi ? Parce qu'elles vont permettre l'oxydation complète du glucose. Le glucose est détruit en pyruvate, et puis le pyruvate va être complètement brûlé en CO2 plus haut par la mitochondrie. Si la mitochondrie ne fonctionne pas bien et n'est plus capable d'absorber le pyruvate, la concentration en glucose dans la cellule va rester élevée. Et lorsque la glycémie monte, le glucose ne va plus rentrer. Et donc votre pancréas, qui a un glucomètre, c'est-à-dire qui mesure la glycémie, ne comprend pas pourquoi, alors qu'il a injecté de l'insuline, sécrété de l'insuline, la glycémie ne diminue pas, et il va en produire plus. On va faire de l'hyperinsulinisme. Et cette hyperinsulinisme va augmenter la synthèse d'acides gras, de cholestérol. Et donc, ce qui est absolument à combattre, ce n'est pas l'hypercholestérolémie, qui est une conséquence de l'hyperinsulinisme. Évidemment. Voilà. Donc c'est toujours le parc mitochondrial. Vous pouvez nous expliquer aussi brièvement ce que c'est que la glycation ? La glycation, c'est un phénomène par lequel, spontané, les protéines, mais également l'ADN, se lient au glucose, ce qui modifie sa structure et sa fonction. Voilà. Et c'est un des mécanismes qui est lié intimement au vieillissement accéléré, aux maladies chroniques. Donc la mitochondrie, la médecine mitochondriale et la médecine du futur. Et je pense que c'est la mère de toutes les médecines. J'ai d'ailleurs défié dans une autre intervention des auditeurs à me mettre au défi de proposer une pathologie qui n'est pas liée à la mitochondrie. Et tous les chemins mènent à la mitochondrie. Et même, vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle du microbiote intestinal. Oui. Hein, et on considère que c'est vraiment l'organe extra-humain qui gère notre santé. Eh bien, ce parc mitochondrial gère notre santé parce qu'il est en dialogue continu avec les mitochondries. Et j'allais dire bactéries, c'est pas étonnant parce qu'en fait, comme elles sont des origines ancestrales communes, elles ont gardé le même dialogue moléculaire. Et lorsque votre microbiote ne fonctionne pas bien, eh bien, vos mitochondries ne fonctionnent pas bien. Même au niveau neuronal, bien sûr, les mitochondries neuronales sont très affectées par le microbiote. On a montré, par exemple, que chez certains jeunes enfants autistes qui ont un microbiote perturbé, parce qu'il y a certaines molécules qui sont produites en excès ou en carence, quand on corrige le microbiote, leur mitochondries neuronales fonctionnent mieux et leurs symptômes s'améliorent. Et oui, mitochondries causent des problèmes, des maladies métaboliques. Je voudrais citer, vous enseignez, donc il y a quelques événements à venir. Vous lancez dans le Mitochondrial Academy plusieurs packs d'enseignements. Donc la santé de la femme prévue le 15 mars par exemple. À sortir bientôt votre livre Mitochondries aux éditions Très Daniel. À venir également le potentiel humain organisé avec la collaboration de la Mitochondrial Academy le 16 et 17 mai au Pont du Gard. Ce sont 2 jours dédiés à la mitochondrie avec des experts dont vous, Philippe Bobola, Jean-Paul Curtet, Christian Vélo et bien d'autres. Et je précise qu'on peut vous retrouver sur vos sites internet qui sont le nhbyvc.com et aussi le mitochondrialacademy.com. Je pense que j'ai un petit peu tout résumé. Merci beaucoup, professeur Castronovo, pour votre intervention magnifique. On aura peut-être l'occasion de vous revoir ici. Et pour l'heure, je vous dis à bientôt, à samedi prochain, à 15h30 pour une nouvelle émission. Restez en forme. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.